Retour dans sur le plateau avec les mêmes invités pour parler cette fois-ci de la rencontre à venir entre le président Alassane Dramane Ouattara, le président Laurent Gbagbo et le président aîné Henri Konan Bédié. Rencontre prévue le 14 juillet prochain, c'est-à-dire jeudi prochain. Les trois chefs d'État doivent donc se rencontrer pour évoquer ensemble l'avenir de ce cher et grand pays qu'est la Côte d'Ivoire. On va donc se tourner vers vous à présent, Sylvain Debougou. Il faut dire que la rencontre est diversement accueillie. Les avis sont un peu mitigés en ce qui concerne cette rencontre prévue le 14 juillet entre ce qu'on appelle les trois dinosaures de la politique ivoirienne. Merci beaucoup. Ça fait dormir cette rencontre. Parce que pour nous, cette rencontre, c'est encore une fuite en avant organisée par Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara que j'ai présenté hier comme le garin-chat de la politique africaine, c'est-à-dire un mauvais garin-chat. Et donc, lorsqu'il sent qu'il y a un soulèvement politique quelque part ou bien social, quand il y a une malaise, Alassane Dramane Ouattara saisit la balle au bon et organise ce genre de choses. On se souvient tout près de nous encore de ce dialogue politique qui n'a rien donné. Nous l'avions dit en son temps. Ce dialogue politique qui était simplement une porte de fuite de Alassane Dramane Ouattara. Et c'est en cela que nous disons qu'aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, le président Henri Konan Bédié, ceux-là même qui ont pratiqué Alassane Dramane Ouattara, ceux-là qui ont travaillé avec lui, ceux-là qui le connaissent, donnent l'impression aux Ivoiriens qu'ils ne le connaissent pas. C'est cela, c'est ce qui fait mal en Côte d'Ivoire. Alors nous n'attendons rien du tout de cela. Nous avons vu avec la désobéissance civile en Côte d'Ivoire où la tête d'un jeune Ivoirien a été tranchée, personne n'est accusé. La tête a servi de ballon à ceux-là même qui l'ont assassiné devant les vidéos du monde entier. Facebook a fait le relais. En tout cas, l'image n'a pas été censurée. Aucun journal de l'Occident n'a levé le petit doigt. En Occident, où nous sommes, où la perte d'un petit chat fait vibrer, en tout cas, les chancelleries, où gifler son petit chien fait vibrer les chancelleries et traite même les Noirs de singes parce qu'ils ne savent pas entretenir leur chien. Vous comprenez? Mais la tête d'un Ivoirien a été tranchée. D'autres ont été blessés grièvement. Cela n'a pas ému un seul dirigeant, en tout cas en Occident. C'est cela. C'est pour dire qu'Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui, il est protégé par ses amis. Il est protégé par ceux-là qui l'ont mis au pouvoir à travers les kalachnikovs, les machettes et les bombes de la France en Côte d'Ivoire pour déstabiliser non pas l'Afrique de l'Ouest seulement, mais toute l'Afrique. Alassane Dramane Ouattara, nous l'avons dit et nous le répétons, est le remplaçant d'Houphouët-Boigny qui, en son temps, qui était appelé de façon exagérée le sage d'Afrique. Mais derrière cette sagesse, c'était un criminel. Et ça, je le dis à chaque fois que l'occasion m'est donnée. Si la Côte d'Ivoire aujourd'hui, je fais une petite digression, si la Côte d'Ivoire aujourd'hui a des problèmes, c'est parce que le président Félix Houphouët-Boigny avait semé dans tous les crimes qui ont vraiment endeuillé l'Afrique. C'est cela la triste réalité que les Ivoiriens doivent accepter et qui doivent confronter, qu'ils doivent vraiment analyser et puis trouver les solutions. Et donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue un gâteau où chacun se dit, c'est notre tour, il faut aller prendre notre part. Alors, la rencontre de demain pour nous, c'est la rencontre du 14 dans 6 jours, ce n'est rien qu'un arrangement où Alassane Dramane Ouattara va être l'arbitre, le juge de touche, le joueur, le capitaine, et puis les deux autres là vont être là pour applaudir. Quoi qu'on dise, Alassane Dramane Ouattara n'accepte rien de quelqu'un. Il a dit dans Jeune Afrique, il a parlé de cela,
il a un seul groupe auquel il peut rendre compte. Ce sont les rebelles qui l'ont conduit au pouvoir avec leurs machettes, leurs poitrines et leurs fusils. Le président Laurent Gbagbo est libéré, il est acquitté, mais depuis cette cour dite pénale internationale, la cour des peuples inférieurs, ces pays, cette cour, qui est-ce qu'elle a épinglé en Côte d'Ivoire? Personne. Voici la réalité. Et donc, ce que Alassane fait, c'est pour se donner un nom, c'est pour se polir l'image, comme il le fait à travers son ministre Kakabe qui l'a accompagné dans cette mascarade électorale qui parcourt les capitales occidentales pour dire la Côte d'Ivoire est bien gérée, il n'y a plus de problèmes, donc les Ivoiriens ne doivent plus demander l'asile politique. C'est cela, c'est ce qu'Alassane est en train de faire en recevant Gbagbo et Bédié le 14. Sinon, à part cela, à part son image, à part son narcissisme politique, à part lui, son imagerie qui compte plus que la vie de tous les Ivoiriens et de tous les Africains, Alassane Dramane Ouattara ne fait rien d'autre. Il ne fait rien d'autre. C'est une démarche pour se polir l'image, je le répète. Et les Ivoiriens ne doivent pas s'attendre, en tout cas, à cette montagne qui va accoucher d'une baleine. Cette montagne va accoucher d'une souris. C'est ce que j'avais à dire. Et il ne faudrait pas que demain, on soit choqué, on soit surpris. Il faut qu'on soit prêt à amortir le choc que cette rencontre va donner. Pour nous, on est déjà prêt parce qu'Alassane Dramane Ouattara n'a jamais respecté ce qu'il dit. Il ne respecte pas la loi, il ne respecte pas. Il n'a pas d'engagement. On a vu les accords de Daoukro. Après, il a dit que rien n'était écrit. Et donc, il a déjà défini même les revendications, dans les revendications des opposants. Il a déjà divisé, en tout cas, les prisonniers politiques. Il a dit que ceux qui sont encore en prison, que le président Laurent Gbagbo, dont il a demandé la libération, il a bien dit, ce sont des prisonniers de sang. Et donc, lui, il ne peut pas les libérer. Alors que lui, il donne à coup de millions, et il récompense à coup de millions des rebelles qui ont tué, qui ont éventré, qui ont violé des Ivoiriens, qui ont versé le sang des Ivoiriens. Il les récompense et ceux-là ne font pas face à la justice. Mais ça, ce sont les militaires qui sont légalement là pour défendre, pour protéger les Ivoiriens, qui sont des prisonniers de sang. Et donc, ils sont toujours en prison presque 12 ans, plus de 12 ans après. Voici la réalité. Donc, le 14, très cher Julien, pour nous, ça ne nous surprendra pas que cette montagne, je le répète, accouche d'une souris. Cette souris qui ne va pas nourrir tous les Ivoiriens, malheureusement. Merci à vous, Sylvain de Bougou. Eh bien, cher Okosisi, il faut dire que la pression était en train de monter un peu du côté de la Côte d'Ivoire, avec bien sûr la cherté de la vie, avec les inondations du côté d'Abidjan, la société civile qui préparait déjà des mouvements d'humeur, on va le dire comme ça. Est-ce que d'après vous, la rencontre du 14 annoncée est une sorte, une façon de distraire le peuple ou bien de distraire la société civile, de la détourner de ses objectifs principaux? Merci, cher Junior Wafo. Je tiens aussi à faire un clin d'œil à tous ceux qui m'ont précédé dans le premier thème, parce que l'analyse a été claire et complétive. Alors, pour répondre à votre question, tout à l'heure, vous avez dit que le cas de la Côte d'Ivoire et du Burkina était lié. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Aujourd'hui, les actes que Dramane Ouattara, ancien président de Côte d'Ivoire, terroriste et djihadiste, pose en externe, il les pose en interne. Je vais vous expliquer. L'embargo contre le Mali, Dramane Ouattara a dupé tous ses frères de la CEDEAO. Parce qu'en réalité, l'embargo contre le Mali était pour se prémunir au niveau de ses frontières. Comme il a une influence sur certains présidents de la CEDEAO, dont celui du Ghana, celui du Libéria, celui du Togo et autres, il a usé de son influence sur ces gens-là pour faire comprendre que le Mali avait besoin d'une sanction, dont l'embargo. En réalité, l'embargo du Mali, c'était pour que Ouattara se prémunisse de ses frontières du fait que
le président Laurent Gbagbo était rentré. Le président Nicolas Bédié est reçu le président Gbagbo. Les partis politiques qui étaient essoufflés, apeurés par lui, avaient commencé à se réveiller. Donc, il avait fermé ses frontières pour pouvoir contrôler les entrées et les sorties du fait que sa peur bleue, Soro Guillaume, et les bruits de bottes et sa phobie, comment dire, son hystérie pour un coup d'État imaginaire, il fallait que Ouattara prenne des mesures de fermer ses frontières. C'est ce que ses conseillers, Ouattara est nul, mais il a de bons conseillers. Ses conseillers lui ont dit, fais tout pour fermer tes frontières, tes avions tombent à longueur de journée, il y a des scènes de bruit de bottes qu'on entend ça et là. C'est comme ça que Ouattara prend la peine d'entraîner tous ses compères de la CEDEAO dans un embargo du Mali pour fermer ses frontières. Ça, c'est un. Deuxièmement, le retour du président Laurent Gbagbo qui aujourd'hui vient d'avoir un récépissé clair au niveau du PPACI, ça veut dire qu'aucun champion du RDR, fut-il maladroit, ne peut taxer le président Laurent Gbagbo d'être encore un rebut de justice. Parce que quand on donne un récépissé à son parti politique dont il est le président, ça prouve que lui, il a un casier judiciaire clair. À ce moment-là, on demande de lever les frontières pour tester le terrain. Quand on lève les frontières, on lève l'embargo du Burkina Faso, on envoie Blaise Compaoré, on lève l'embargo du Mali, on envoie Blaise Compaoré au Burkina pour tester. Ce que vous avez dit tout à l'heure, Nestor nous a donné beaucoup d'informations et je tiens à lui dire merci pour ça. Il a posé la question de savoir, il paraît que Blaise Compaoré retournera en Côte d'Ivoire demain. Mais le lieu de Blaise Compaoré aujourd'hui ne compte plus. Il a franchi le Rubicon. D'abord, qu'est-ce que Ouattara gagne? Damiba fait allégeance à Ouattara. Il faut me prouver que tu es avec moi. Fais venir Blaise. Comme Ouattara ne respecte aucune loi, Ouattara, il est anti-loi. C'est un hors-la-loi. Il ne respecte pas les règles. Pour quelqu'un qui respecte les règles, dès l'instant où Blaise Compaoré est condamné par Coutumas, il ne va même pas demander ce geste à Damiba. Mais comme il ne respecte pas les règles, il fait rentrer Blaise Compaoré. C'était le geste qu'il cherchait. Où Blaise Compaoré restera, parce que ce n'est pas important. Il a franchi le Rubicon, il vient d'avoir l'allégeance de Damiba, ça le rassure. Donc Blaise Compaoré peut être en Côte d'Ivoire. Il vient de se foutre du peuple burkinabé qu'il avait récusé. Ouattara, il est très machiavélique. Le peuple burkinabé l'avait récusé. Quand Blaise Compaoré rentre au Burkina, c'est comme si Ouattara était rentré au Burkina. Quand Blaise Compaoré rentre au Burkina, c'est comme si Ouattara venait de montrer au Burkina que c'est lui qui a les cartes à main aujourd'hui de la sous-région. Donc, deuxième coup d'essai de Ouattara. Je vous explique ça pour comprendre ce qui se passe maintenant en Côte d'Ivoire. Oui, le peuple qui y a été terrorisé par son machiavélisme, par ses assassinats, ses enlèvements, par sa dictature, est en train de grogner. Et il sait. Ouattara a des oreilles et des yeux partout, via ses nyambros et ses micros. Il sait qu'il y a quelque chose qui se prépare. Alors, pour anticiper, une demande qui a été faite par le président Henri Konan Bédié au lendemain de la décision civile, de discuter de façon inclusive. Une demande qui a été faite par le président Laurent Gbagbo au retour, lorsqu'il a rencontré Ouattara. Depuis, il a fermé les oreilles, il n'a pas donné de suite. C'est aujourd'hui, il accepte. Pourquoi? Parce que la cherté de la vie, comme vous avez dit, les événements naturels, le fait des pluies et toute la grogne, et aussi dans son cas, il y a beaucoup de divisions avec cette histoire d'Adama Bitogo et tout le reste. Il commence à comprendre que s'il ne fait pas un geste, il risque d'être surpris. Alors, il faut choisir une date pour discuter avec ceux qui ont plus de militants, dont le président Konan Bédié et le président Gbagbo, pour donner l'impression qu'il accepte leur doléance. C'est pour ça qu'il donne le récépissé au PPACI, pour eux, dans la joie, vont oublier l'objectif. C'est pour ça qu'il a payé les indemnités des partis politiques dans la joie perdre l'objectif. En réalité, Ouattara est mieux. Le signe qui ne trompe pas, pourquoi Ouattara a choisi le 14 juillet? Le 14 juillet est un jour très important pour la France. Le 14 juillet est un jour qui sera médiatisé. Donc lui posant ce acte-là, il va montrer à la face du monde, accolé au 14 juillet, qu'il est un grand démocrate. Il a fini par recevoir ceux qui aujourd'hui, à qui doit montrer aux États-Unis et à l'OTAN que c'est un démocrate. Il joue un gros coup. C'est pour ça qu'il choisit ce jour-là. Mais en réalité, comme je vous expliqué, son combat externe de l'embargo du Mali à l'ouverture de la porte du Mali compte dessus. Son combat externe de faire franchir le Rubicon à Blaise Compaoré au détriment des lois du Burkina Faso compte dessus. Aujourd'hui, l'acceptation de rencontrer les deux grands qui avaient eux-mêmes demandé, ce n'est pas Ouattara qui a demandé. Ce n'est pas Ouattara qui a demandé, c'est eux qui ont demandé. Ouattara est contraint
d'accepter aujourd'hui parce qu'ils voient que le peuple est en train de bouillir. C'est pour atténuer. Donc, diversion et, comment on appelle, distraction. Voilà un peu, en gros, si vous posez la question de savoir, est-ce que c'est de la diversion? Est-ce que c'est de la distraction? Oui. Ouattara pose des pas en fonction de ce qu'il gagne. Est-ce qu'il est en danger aujourd'hui? Oui, il est en danger. Parce que si ce peuple-là se lève, ça sera difficile pour lui de contenir dès l'instant où le Mali, aujourd'hui, est en train de porter le flambeau du panafricanisme, dès l'instant où la Russie est à la porte de la Côte d'Ivoire. Est-ce que si le peuple se lève, Ouattara peut contenir ce peuple-là? Non. Parce qu'aujourd'hui, Macron est attaqué en France par l'opposition qui va marcher bientôt en septembre. Donc, c'est cette géopolitique-là qui oblige Ouattara à concéder ça. Mais dans quel esprit? Dans la diversion. Abétit encore les deux grands qui, d'ailleurs, comme par hasard, se sont alignés, du jamais vu au monde, derrière un candidat de l'Assemblée nationale qui est Adama Bitogo, un bandit, un gars qui a un casier sale à la tête de notre Assemblée nationale. Donc, c'est l'attitude d'aujourd'hui des hommes politiques nous a blessés. Le grand frère Sylvain et moi, je suis blessé depuis que j'ai appris que l'opposition s'est mise derrière Adama Bitogo. Je ne comprends pas jusqu'à présent, ça ne passe pas. Les Ivoiriens sont désemparés. Et aujourd'hui, Mme Picheli Balé a tendu une pêche à cette société civile qui était désemparée. Et elle demande aux Ivoiriens, le 19 juillet, de rester chez eux. Aujourd'hui, je profite de Afrique Média pour demander à toute la Côte d'Ivoire qui suit Afrique Média par des millions d'Ivoiriens, frères et sœurs de Côte d'Ivoire. Notre objectif aujourd'hui, pour moi, reste encore le départ de l'ancien président Alassane Ouattara du pouvoir. Ce n'a jamais été un second plan. Ça n'a jamais été un troisième plan. Le départ de Ouattara est toujours sur la table pour les citoyens ivoiriens. Ouattara est parti d'une candidature exceptionnelle à une candidature dérivée, aujourd'hui à une candidature post-mortem. Alors, cette chance que nous avons de voir toute la Côte d'Ivoire en grogne, même son parti, le RDR, le vomit, tous les partis le vomissent. Cette chance que nous avons qu'aujourd'hui, on soit loin de son terrorisme, de son banditisme, et que la France, son parrain Macron, soit dans une nouvelle structure, s'il vous plaît, le 19 juillet 2022, il faut envoyer un message assourdissant à Alassane Ouattara. Il faut rester chez vous. Pour une fois, quand on vous demande de rester chez vous, c'est pour éviter que Ouattara vous tue, parce que vous vous manifester. Quand on vous demande de rester chez vous, c'est pour éviter que les gens viennent vous enlever chez vous. Alors, s'il vous plaît, restez chez vous, il faut rester focus. Notre objectif, c'est le départ d'Alassane Ouattara. Notre objectif, c'est de lui montrer que la cherté de la vie peut être internationale. Mais quand il pleut, chacun attrape sa tête. Alors, frères et sœurs, merci à Julien Wapo de m'avoir posé cette question. En gros, la rencontre de Ouattara et les deux grands, parce que Ouattara n'est pas un grand, il y a deux grands et un demi. Ouattara, c'est un petit. La rencontre de ces deux dinosaures et Ouattara, c'est juste de la diversion qui profite à Ouattara en interne et en externe. Voilà pourquoi elle a envoyé Blaise Compaoré. Voilà pourquoi elle a levé la Mago du Mali. Tout ça là, ça a été programmé, calculé par ses mandats, la France et l'OTAN. Merci à vous, Okosisi Baba Nicolo. Je reviens vers vous, Jonathan Batengene. Nos deux précédents invités semblent d'accord sur le fait que la rencontre annoncée du 14 juillet est plus une sorte de distraction pour essayer de dérouter la société civile ivoirienne qui est en train de monter. On le disait, il y a la cherté de la vie qui ne cesse de prendre de l'ampleur dans l'espace politique en Côte d'Ivoire. On a encore les images de cet artiste très connu du côté de la Côte d'Ivoire, également sur le continent africain. L'artiste ivoirien Baby Philippe, lors de la finale de Miss Côte d'Ivoire, a eu le courage d'évoquer cette cherté de la vie-là, combinée aux inondations qui ne cessent de tourmenter le quotidien des Abidjanais. La société civile a donc décidé de se réunir pour les uns et les autres. Cette rencontre annoncée semble plus être une distraction. Est-ce que vous comprenez donc l'avis de ceux-là qui tirent en quelque sorte sur Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié de participer à cette grande mascarade? Bon, je ne tirerai pas sur eux et je ne parlerai pas forcément d'une distraction. Ce n'est pas une distraction. Regardez, prenons la carte globale pour comprendre un peu le cap singulier de la Côte d'Ivoire. On assiste depuis une semaine à un jeu au sein des forces de l'OTAN, surtout en Afrique, une tentative de réconcilier des pays qui ont des contradictions. Ça a commencé avec la RDC, ça s'est poursuivi avec le Burkina Faso et ça continue avec la République de Côte d'Ivoire. En fait, si vous rassemblez les pièces du puzzle, il y a un dénominateur.
L'OTAN sait que dans les contradictions de ces pays, le principal accusé en dernier ressort, c'est les forces obscures de l'OTAN. C'est les États-Unis et la France. Particulièrement aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, c'est les États-Unis qui ont repris la main sur les dossiers. Et certainement les États-Unis, dans la volonté de remettre de l'ordre dans les différents dossiers, ont missionné les Français pour que ces derniers négocient des sortes de réconciliation, du moins dans l'espace franco-français et dans l'espace contrôlé par les États-Unis eux-mêmes, et la CIA a beaucoup joué. Ils essaient de jouer de leur propre chef. Parce qu'ils constatent que, contrairement à ce qu'ils avaient toujours vécu, l'insécurité ne leur est plus favorable. Mais bien plus, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il y a un autre élément. Sentant que le cas malien est en train de faire basculer l'opinion publique favorablement à la Russie, à la Chine et aux autres partenaires du monde alternatif, ils essayent de construire quelque chose de pertinent dans leur propre espace. C'est le sens même de la première rencontre, notre premier sujet. Reconstituer autour de Blaise Compaoré le nœud de stabilité qui s'était créé au niveau du Burkina Faso, et à partir de là, continuer le travail sur le Mali, parce qu'ils ont déjà un pied ferme sur le Niger, avec celui du Mali, pour déstabiliser le Mali et revenir à la manette sur le dossier algérien, qui est le dossier même, le dossier, mais surtout qui sera prioritaire si le dossier malien est réglé. Et ce dossier-là, ils savent qu'ils le régleront dans leur agenda avec le Maroc. Donc, pour que cette configuration ait lieu, il faut une certaine stabilité dans les pays qui leur servent de base arrière. Et ces pays ont ceci de particulier, c'est que l'exemple malien rend ces pays plus fragiles, susceptibles de basculer dans l'espace d'influence où le Mali se retrouve déjà. Vous voyez un peu, ils veulent régler cette situation très vite avant qu'elle ne change. Et c'est le sens de la rencontre au Burkina, c'est aussi le sens de la rencontre en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire doit revenir sur une situation de consensus, une situation consensuelle avec les acteurs réconciliés. Sauf que je ne vais pas partager aussi l'opinion des observateurs. On est partisans parfois dans la vie politique interne. Oui, dans la vie politique ivoirienne, il y a beaucoup d'éléments il y a beaucoup d'eau qui a coulé. Et il se trouve que le président Ouattara aujourd'hui a réussi tant bien que mal à domestiquer une grande partie de sa classe politique. Le président Gbagbo a une condamnation qui n'est pas exécutée. Le président Bédié est susceptible de poursuites judiciaires qui peuvent être réactivées à tout moment. L'ensemble des autres forces de l'opposition également est sous ce couperet. Depuis les émeutes qu'a souligné le professeur Mbele, le président Ouattara a mis sur chaque opposant le couperet de la justice comme élément de domestication. Si tu t'hasardes à être un délinquant politique de son point de vue, la justice fera son travail. Vous savez que les poursuites judiciaires n'ont pas été arrêtées, mais elles n'ont pas juste été activées. Donc, jusqu'à présent, il règne en Côte d'Ivoire comme un climat de quasi-incertitude, un climat d'incertitude au niveau de l'opposition. Tout opposant, du moins les majeurs, peuvent être inquiétés à tout moment. Le président Ouattara, en utilisant la justice comme arme, a réussi tant bien que mal à domestiquer sa classe politique. Maintenant, ce que ces stratèges lui conseillent, c'est d'obtenir une sorte de consensus, de parole donnée au niveau des principales personnalités politiques, dont le président Bédié, qui est le président de la grande formation, je crois, le RCR, et le président Gbagbo, qui est le patron du PPACI. Ils se disent, avec ces figures emblématiques, si il y a un consensus, au moins la France-Afrique au niveau de la Côte d'Ivoire sera sauvegardée. Parce que ce que Ouattara travaille, c'est la pérennité aussi de cette France-Afrique.
Et c'est dans ça qu'il est engagé. Le vote de M. Bictogo au niveau du Parlement, ça obéissait aussi à cela. Il fallait trouver quelqu'un qui avait les capacités, qui était un grand soutien pour le président Ouattara, mais qui était aussi le type d'homme politique que lui-même il a été, c'est-à-dire un technocrate qui pouvait comprendre un ensemble, qui est certainement engagé dans les réseaux auxquels appartient le président Ouattara. Et maintenant que le président Ouattara a réussi à asseoir ces réseaux-là en Côte d'Ivoire, il veut continuer, après la domestication, à asseoir son autorité avec ce consensus de la vie politique ivoirienne. C'est donc un grand puzzle qui est ouvert sur l'Afrique. Et l'OTAN, les États-Unis veulent jouer là-dessus, sur la relative stabilité de ces zones, pour se projeter sur le dossier malien, qui est le dossier prioritaire. Ce qui se joue actuellement en Côte d'Ivoire et qui a également le même sens au Burkina Faso, c'est afin d'avoir les coudées franches pour les opérations qui vont se jouer au Mali. Est-ce que d'après vous, justement, pour vous relancer sur le sujet, quand on regarde, on a écouté Nestor Podacé qui faisait état de ce que Blaise Compaoré va vraisemblablement rentrer en Côte d'Ivoire dans les heures à venir. Il a fait une sorte d'aller-retour. Est-ce que c'est la position du Mali, les derniers événements du Mali qui ont poussé le président Alassane Dramane Ouattara et l'OTAN, comme vous le dites, à avancer un peu leur pion à l'emporte-pièce? Pas à l'emporte-pièce. Du point de vue de ces stratèges-là, ils misaient sur le fait que le temps ayant passé, Monsieur Compaoré, en revenant, devait trouver, et puis la situation sécuritaire s'étant considérablement détériorée. Regardez l'argument de Damiba, c'est qu'il faille discuter avec ses chefs d'État pour trouver un consensus. Ça ressemble un peu à quelque chose. Et puis notre frère Podassi a bien dit une chose. Il dit il faut une commission vérité, réconciliation, justice et réconciliation et vérité. Donc c'est un peu le modèle qu'on avait utilisé en Afrique du Sud, qui est réactualisé. Mais il n'avait pas compté sur le fait que la population allait être vigilante. Et d'ailleurs, quand la date a été annoncée des dites rencontres, il faut voir que même l'opinion panafricaine était un peu bousculée parce qu'il fallait démêler les écheveaux de cette rencontre. Il fallait trouver le piège dans les rencontres. Et ça n'a pas été facile de retrouver cela. Et l'OTAN avait donc bien pensé cela au point où il se disait ça serait la situation idéale pour revenir au contrôle dans ces pays-là, en ayant la main mise sur des dossiers avec une méthode que ces Africains eux-mêmes, ils aiment. Et ils se diraient que finalement, eux-mêmes ont trouvé les solutions à leurs propres problèmes. Que non, tout est piloté depuis l'OTAN. Il s'agit d'un agenda clair mis par les États-Unis dans la sous-région Afrique de l'Ouest pour reprendre la main dans les pays comme la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Mais l'objectif, comme au Burkina Faso, c'est d'attaquer le Mali, c'est-à-dire de changer la donne au niveau du Mali. Au niveau de la Côte d'Ivoire, pour Ouattara, ça lui garantit essentiellement une chose. Lui, il aimerait qu'après, il se pérennise à travers quelqu'un au pouvoir. Ou bien même, lui-même voudrait rester au pouvoir le plus longtemps possible. Mais pour qu'il le fasse, il a besoin de justement accomplir la tâche de ses vrais maîtres, ceux qui sont de l'OTAN. Et quand il réalise cette rencontre, c'est essentiellement dans cette logique. Il n'y a là aucun intérêt pour lui de voir le peuple ivoirien vraiment réconcilié. Mais si cette réconciliation peut de manière instrumentale lui servir, il se dit, qu'est-ce que j'y perds? Donc c'est un peu le sens de la rencontre qu'on va avoir en Côte d'Ivoire. Là encore, comme ça s'est passé au Burkina, c'est la vigilance des sociétés civiles qui peut apporter à cette rencontre, qui peut vider cette rencontre de tout son contenu. Et c'est pourquoi l'action qu'ont menée les Burkinabés, c'est-à-dire la résistance populaire qui a été portée par le peuple burkinabé, ceux qui sont allés empêcher le président Kaboré de retrouver ces autres-là, ceux qui ont empêché que M. Compaoré se présente en public, parce que ça c'est une victoire du peuple burkinabé, c'est eux qui ont réussi à déficeler ce plan qui avait bien été concocté par l'OTAN. C'est encore les sociétés civiles, et c'est pourquoi nous disons toujours une chose au peuple ivoirien. L'indocilité doit être son mode par excellence de réponse
aux solutions que propose le président Ouattara. Et le peuple ivoirien actuellement peut comprendre que les leaders de l'opposition soient domestiqués. Ça, aujourd'hui, légalement, il y a beaucoup de moyens pour mettre ces leaders de l'opposition en difficulté. Mais la neutralisation de ces leaders ne veut pas dire la neutralisation du peuple ivoirien. La résistance populaire, telle que notre frère Baba Nicolo vient de le dire, doit beaucoup jouer pour déjouer les plans de l'OTAN au niveau de la Côte d'Ivoire. Il faut que le peuple ivoirien se montre alors là très indocile pour déjouer les plans de l'OTAN en Côte d'Ivoire. Tant qu'il y aura l'incertitude sur le dossier ivoirien, quand l'OTAN sentira que la résistance populaire en Côte d'Ivoire a atteint tel seuil qu'ils ne peuvent pas contrôler ce pays, à un certain moment, ils seront obligés de lâcher du lest. Et ce monsieur Ouattara, tout homme a peur. À un certain moment, il aura peur. Parce qu'il saura que de toutes les manières, l'OTAN, ce n'est pas son pays. L'OTAN, les pays de l'OTAN, ce n'est pas leur pays, la Côte d'Ivoire. Ils ont quand même des pays vers lesquels ils vont se diriger à un certain moment. Mais lui, Ouattara, ce qu'il souhaiterait, c'est être enterré en Côte d'Ivoire. La perspective de se voir ne même pas être enterré en Côte d'Ivoire est très forte. Donc, à un certain moment, il prendra peur et il cessera cette forfaiture et qu'il nous a toujours servi. Il faut donc que le peuple ivoirien reste mobilisé. Comptez sur les leaders Ouattara, les leaders Bédié, Gbagbo, le Blé Goudé et le reste. C'est vraiment pas, du point de vue ivoirien actuellement, il faut être sincère, ces leaders n'ont qu'une très faible marge de manœuvre actuellement en Côte d'Ivoire. Ceux qui doivent libérer ces leaders, et il faut le dire, ces leaders ont besoin d'être libérés, c'est le peuple ivoirien qui est conscient, qui doit résister. Et bien pour une fois, le peuple ivoirien doit prendre ses responsabilités sans attendre de mots d'ordre venant de ses leaders. Merci à vous, Jonathan Batengene. Eh bien, professeur Jean-Paul Mbelek, les leaders dont parle Jonathan Batengene, on parle de 3 d'entre eux aujourd'hui. Il faut dire qu'il y en a 2 qu'on n'a pas évoqués, qui ne sont d'ailleurs pas conviés à cette réunion. Je pense comme ça à Guillaume Soro et également à Charles Blé Goudé. Est-ce que d'après vous, professeur Mbelek, l'avenir de la Côte d'Ivoire, ou du moins l'avenir politique de la Côte d'Ivoire, peut être discuté, peut être pensé en écartant Guillaume Soro et Charles Blé Goudé? Quand tu t'es tourné vers moi, sachant que tu allais poser des questions, moi j'avais déjà à l'idée d'aller un peu dans le sens de ta question, mais en affirmatif. C'est-à-dire que la question est, quel sens donner à ce mot réconciliation si ce n'est pas inclusif? Parce que ici en Afrique, on nous a toujours dit, même pour les rebelles, là, les pires rebelles, on dit dialogue inclusif, dialogue inclusif. Ici au Cameroun, on n'a pas dit dialogue inclusif. Alors, ok, les jaunes là, Soro, Blé Goudé, tu as raison, ils sont où? C'est ça la réconciliation. Que ce soit Gbagbo ou Bédié, ok, ils ont leur mérite, mais les jeunes là, ils sont où? Et même les plus jeunes. Madame Pluchéry dont on a parlé, là, moi j'ai entendu beaucoup parler d'elle, même ici dans les plateaux, je l'ai déjà écouté. Cette jeune femme, c'est une jeune femme qui a même fait la prison. Elle se bat beaucoup. Il y en a un autre là qu'on voyait à un moment donné ici, là, on l'appelait général, je crois. Il était même venu ici à Douala. Je me souviens, il a fait la prison aussi. Où sont ces jeunes-là? C'est ça. Où sont ces jeunes-là? Donc, je pense que M. Ouattara veut quitter le pouvoir. Je ne dis pas parce que je suis dans une lubie où je fais une projection un peu trop théorique. Non, c'est que Ouattara l'a déjà dit. Mais il a une condition. Avant de s'imposer avec ce 3e mandat où il a massacré les gens, donc on a rappelé tout à l'heure, il y a quand même un jeune homme dont on a coupé la tête, on a tapé dans sa tête comme sur un ballon de football. Hein. Voilà, ça on n'oubliera jamais ça. Hein. Et M. Ouattara disait, je ne me présente pas, mais il faut que Gbagbo et Bédié garantissent qu'eux-mêmes ne se présenteront pas. Vous vous souvenez? Donc, la réunion là, avec ces deux mêmes, Gbagbo et Bédié, peut-être c'est pour leur dire que bon, moi je vais bientôt quitter, il y a des jeunes là. Bon, lui il a son jeune à lui, hein, c'est jeune à lui. Effectivement. Il a une petite sopée de jeunes là.
il y a le Thiam, il y a un certain Koulibaly. Enfin, il a un paquet. Ils sont nombreux. Il peut choisir n'importe lequel là-dedans. Voilà. Bon, donc, à la limite, amener aussi vos veines à vous. C'est peut-être pas pour rien qu'on retarde l'arrivée de Charles Goudé. Hein. Monsoro, lui, il est devenu un extraterrestre. On ne sait même plus s'il est de la planète. Voilà. Et donc, il faut que ces deux-là, ces deux dinosaures de la politique ivoirienne qui pèsent lourd quand même, peut-être signent quelque chose, un accord. C'est peut-être qu'ils veulent les emmener à la longue à reconnaître en public, tous les trois, que, bon, nous, on a décidé qu'à partir d'un tel âge, on ne se présente plus. Quelque chose comme ça. Parce qu'il a déjà dit, Ouattara. Voilà. Et vu comme ça, évidemment, il n'y a aucun espoir pour la Côte d'Ivoire, s'il fallait s'en tenir à ça. Et puis c'est Ouattara qui fait l'agenda. Il choisit ses interlocuteurs du moment, il en exclut d'autres, il choisit la date, 14 juillet, effectivement. Je crois que c'est Baba Nicolo qui a rappelé ça. Oui. Effectivement. Fête nationale française. Fête nationale française. Oui. Bon, je ne vais pas être trop méchant, mais... Ancienne fête de la Confédération. Voilà. Ça s'est fait où? La ville des Champs-Élysées, je parle de la parade militaire, qui commence depuis l'Arc de Triomphe, érigé pour la gloire de Bonaparte, Napoléon le boucher, voilà. Jusqu'à la place de la Concorde où on a fait couler beaucoup de sang. Vous savez, on a baptisé ça la place de la Concorde. Mais qu'est-ce qui était placé à la place de la Concorde? C'était pas l'obélisque qui est venu de Luxor plus tard. Hein. C'était une guillotine. C'est là où on tranchait les têtes. A commencer par celle du roi Louis XIV et de sa reine, Marie-Antoinette. Robespierre, on a tranché sa tête. Danton, on a tranché sa tête là. Saint-Just, on a tranché sa tête là. Camille Desmoulins, on a tranché sa tête là. Et d'autres. Et les gens du peuple. Juste parce que tu es soupçonné d'être un peu ceci, royaliste, je ne sais pas quoi, anti-révolutionnaire. La terreur a fait son travail. Cette allée là, qui a abouti à la place de la Concorde, où tous les 14 juin on fait un défilé militaire. C'était une allée de sang des Français. Alors si je voulais être un peu plus méchant, je poserais un peu plus au bouchon pour dire que M. Ouattara est un franc-maçon. Le 14 je n'ai pas choisi au hasard parce que tout ce qui est révolution française, c'est de la franc-maçonnerie. La devise, liberté, égalité, franc-maçonnerie. Tout ça, c'est la France. Même le 14 juillet, cette date-là. La date, le jour où on coupe la tête du roi. Fête de franc-maçon. Couper la tête du roi, c'est d'y comprendre le pouvoir. Je vous signale qu'avant de couper la tête du roi français, on a d'abord coupé la tête du roi anglais, un peu plus d'un siècle plus tôt. Là, c'était Louis XVI pour les Français. L'autre côté, c'était, si je ne me trompe pas, ça doit être Charles Ier. Charles Ier, roi anglais. Un peu plus d'un siècle. Et là, après, on a instauré aussi une république. La république de Cromwell. De la même façon que quand on tranche la tête de Louis XVI, on met une république. République, marque déposée franc-maçonne. Ça, c'était pour aller dans le sens du choix du 14 juillet. M. Ouattara, qui, à mon avis, n'est pas anodin. Dans la question est quel est l'intérêt de la Côte d'Ivoire dans tout ça? Bon, si c'est maintenant pour les bonnes nouvelles, à savoir, on va libérer les prisonniers politiques. Parce que c'est des prisonniers politiques, hein. C'est pas soi-disant politique. Ils sont politiques. Voilà. Même les activistes, c'est des prisonniers politiques. Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait la prison, il ne voit pas sa famille depuis plusieurs années, juste parce que il n'était pas d'accord avec un troisième mandat, juste parce que il fait jouer son devoir de citoyen, à savoir défendre la nation, s'engager. Voilà. Si c'est pour libérer ces prisons politiques et se mettre d'accord sur les termes, tant mieux. Ok, chacun amène sa liste, tant mieux. On met M. Ouattara au pied du mur. Après tout, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Nous, on serait très content d'être surpris. Hein. Ah oui, pourquoi pas? On serait très content d'être surpris. Mais M. Ouattara a tellement du sang dans les mains qu'il faudra plus que de l'eau de javel politique pour s'en débarrasser. Donc, commencer sur une si bonne note, on ne va pas le décourager. Donc, il s'y engage. Voilà. On espère être surpris, positivement. Merci à vous, professeur Jean-Paul Mbelek. Je sens dans l'espoir de cette surprise une certaine ironie. Professeur, ce qui me permet de me tourner vers vous, docteur Yamtimba, est-ce que vous également, vous êtes sceptique
à l'idée selon laquelle cette rencontre entre le président Alassane Ouattara, le président Henri Konan Bédié et le président Laurent Gbagbo pourrait être salutaire dans un premier temps tout d'abord pour les prisonniers politiques. Pourquoi pas, ils sont nombreux dans les prisons ivoiriennes depuis la crise post-électorale de 2010-2011. En 2020 également, il y en a eu d'autres. Est-ce que, d'après vous, ceux-là pourront retrouver leur famille au sortir de cette rencontre entre ces trois chefs d'État? D'après vous? Je n'ai pas de boule de cristal, malheureusement. Ou bien espérez-vous également être agréablement surpris par le président Alassane Ouattara? C'est compliqué de répondre à une telle question parce qu'on n'est pas dans le secret des dieux. Mais on peut au moins, en tenant compte de l'historique du parcours, de la trajectoire des uns et des autres, douter d'un certain nombre de choses et peut-être en espérer d'autres. Il serait quand même tout à fait logique de douter que les prisonniers politiques puissent avoir un traitement de faveur spécial. Il peut y avoir éventuellement une... comment on appelle ça? Il peut y avoir quelque chose, un geste pour quelques-uns, mais imaginez qu'il va y avoir une libération massive de tous ceux qui sont en prison depuis 2010 et depuis 2020. Je crois que ce serait compliqué quand on regarde la trajectoire de Alassane Ouattara. En fait, c'est une monnaie d'échange, c'est une carte. Et il n'a pas l'intention de lâcher cette carte-là. C'est un élément, c'est un moyen de chantage qu'il a sur les Ivoiriens et sur les autres leaders politiques. Il les fait chanter depuis 12 ans et je ne suis pas sûr qu'il est à la fin de son récital de chantage. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire est déplorable parce que la politique est devenue un problème de personne. Ce que la politique ne doit jamais être. La politique ne doit jamais devenir une affaire de personne. Jamais. Ça doit être une affaire d'idées, de confrontation des idées, de vision, de projection, de programmes, de projets, etc. Mais la politique en Côte d'Ivoire est devenue une affaire de personne. Et cette prise en otage montre très bien à quel point les égos sont surdimensionnés à la tête de l'État ivoirien depuis quelques décennies, là où il devrait y avoir toute l'humilité qui a fait dire à un certain président, écoutez, je suis disposé au recomptage des voix. Il fallait un homme particulièrement humble pour accepter une chose pareille, pour la proposer d'ailleurs. Ce n'est pas tout ce qu'on a vu chez les autres, et cette personnalisation du pouvoir depuis une trentaine d'années à peu près, avec l'intermède, il y a eu quand même l'intermède Gbagbo, cette personnalisation du pouvoir fait craindre que cette rencontre pourrait avoir en réalité une mise en minorité de Gbagbo et une coalition nouvelle, un renforcement de la coalition entre le président Ouattara et le président Bédié. J'ai du mal à croire, sauf s'il me surprend, ou nous surprend tous, de voir le président Gbagbo sans ne pas exiger la libération des prisonniers politiques, ne pas exiger la clarification du jeu politique, ne pas exiger une amnistie, comme des préalables minimaux qui devraient présider à toute réconciliation. Vous ne pouvez pas réconcilier des gens, réconcilier le peuple ivoirien lorsque, effectivement, comme le disait Jonathan Batanguéné, lorsque une épée de Damoclès pèse est placée au-dessus de la tête d'un certain nombre. Je pense que, en ce qui concerne la condamnation de Laurent Gbagbo, il y a un gros problème juridique dessus et la Côte d'Ivoire ne peut tout simplement pas l'exécuter parce que vous ne pouvez pas être jugé à la fois pour le même crime 2 fois, mais pire, les juridictions ou les conventions internationales sont supérieures aux dispositions nationales. Donc, il a été acquitté pour les mêmes faits à La Haye. On ne peut donc pas exécuter une condamnation en Côte d'Ivoire. Mais ce qui est en fait étrange, c'est cet attelage-là.
une discussion entre Ouattara, Gbagbo, Bédié. Même en mettant les trois noms côte à côte, ça sonne bizarre en fait. C'est pas, il y a quelque chose de comment dire, de surréaliste dans cette suite-là, dans cet attelage, qui fait qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de mal à imaginer ce que la Côte d'Ivoire pourrait être. On imagine fort bien que ça pourrait soit être une rencontre au cours de laquelle Laurent Gbagbo devra se taire, ne rien dire, soit une rencontre au cours de laquelle, chaque fois qu'il va ouvrir la bouche, ça va devenir, le ton va monter. Et Ouattara ne les a pas invités parce qu'il est tellement friand de réconciliation, mais c'est un symbole, c'est un message, c'est une confirmation qu'il envoie à ses maîtres. D'abord, je les reçois le jour où la France fête à sa fête nationale pour entériner la soumission de l'État ivoirien actuel à l'État français. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, pour dire j'amène à cette soumission Laurent Gbagbo qui a osé se lever contre vous. C'est extrêmement délicat parce que du point de vue de l'héritage de Gbagbo, c'est quand même un problème. Et on ne peut ne pas en tenir compte et on ne peut pas s'interroger sur cette manipulation qui va entacher, à n'en pas douter, l'héritage de Laurent Gbagbo. L'héritage de Bédié, vous savez, c'est pas la première compromission près, donc ce n'est pas vraiment un problème. Mais pour Laurent Gbagbo, c'est quand même quelque chose de sérieux, à moins que le boulanger qu'on a connu retrouve ses réflexes et puisse transformer finalement cette journée-là en une victoire du peuple ivoirien, qui va pouvoir obtenir un certain nombre d'engagements du chef de l'État qui peuvent être les préalables pour s'engager, par exemple, là dans le cas de ce que soulevait Dr Mbelek, qui peut être le préalable pour s'engager, par exemple, au fait qu'il ne se présentera pas ou plus à une élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Et donc, vous réalisez cela, je signe cet engagement, vous ne le réalisez pas, je ne le signe pas. Il y a aujourd'hui en Côte d'Ivoire un dol extrêmement grave parce que le président Gbagbo ne peut pas être naïf sur le fait que l'endettement de la Côte d'Ivoire au cours des 12 dernières années dépasse largement tout l'endettement de la Côte d'Ivoire au cours des 20 ou 30 années précédentes. Et donc, d'ailleurs, l'essentiel de l'endettement de la Côte d'Ivoire jusqu'au moment où lui, Gbagbo, arrive au pouvoir en 2000, est essentiellement dû à la mauvaise gestion justement de Alassane Ouattara de 89 à 93. Donc, il ne peut pas en être dupe. Et quand il regarde ce qui s'est reproduit ces dernières années et la Côte d'Ivoire qui attendait des infrastructures de qualité, qui attendait une élévation du niveau de vie et puis une décollage de l'industrialisation, eh bien, il est fort à parier que le président Gbagbo dispose d'énormément d'éléments de négociation qui devront lui permettre de tirer le maximum. Je prends un exemple pour illustrer. La Côte d'Ivoire, c'est 2 millions de tonnes de cacao l'année dernière. Alors, 2 millions de tonnes de cacao, le président Gbagbo, l'une des revendications qu'il avait, c'était que le kilo de cacao devait coûter normalement 20 000 francs. Et là, nous sommes en 2010, 2008, 2009. Il exigeait, il commençait à demander que le kilo de cacao soit payé 20 000 francs CFA. Imaginez que le président Alassane Ouattara ait obtenu ne serait-ce que le quart. Si la Côte d'Ivoire aujourd'hui recevait 5 000 francs par kilo de cacao, vous multipliez par 2 milliards de tonnes, 2 milliards de kilos, multiplié par 2 milliards de kilos, merci, par 2 milliards de kilos, multiplié 2 milliards par 5 000. 2 milliards par 5 000, c'est énorme. Ça fait quoi? Ça fait 10 000 milliards. 10 000 milliards. 10 000 milliards, 10 000 milliards de francs CFA, c'est quand même pas rien du tout. C'est largement au-dessus de ce que la Côte d'Ivoire gagne aujourd'hui avec des exportations du même cacao autour de 2 000 francs. Donc, nous devons, c'est-à-dire qu'ils gagnent 4 000 milliards, je crois, par là, et alors qu'on aurait pu gagner 10 000 milliards, et peut-être qu'on aurait pu gagner encore bien davantage. Donc, il y a des questions économiques extrêmement importantes. Là, j'ai parlé du cacao, mais il y a la nacarde aussi. Il y a beaucoup d'autres. Il y a de l'or, il y a du pétrole, il y a tout cela,
qu'il faut prendre en considération. Donc, je crois que c'est une rencontre dont les dés sont pipés et qui est une manipulation, une grosse manœuvre. Je ne risquerai pas à dire qu'il n'en sortira rien parce qu'il s'agit de personnes qui ont une trajectoire respectable, admirable et qui sont capables de défendre leurs opinions, particulièrement le président Gbagbo, on le sait. Maintenant, il est peut-être temps que les Ivoiriens, comme on le sait, on les connaît frondeurs et on sait que quand ils veulent défendre ce qui leur paraît juste, ils savent le faire. Ils sont capables de le faire, on l'a vu en 2010. Ils ont souffert des milliers, ils pleurent leurs milliers de morts, mais c'est parce qu'ils ont décidé de défendre quelque chose. Je pense qu'ils devraient accompagner de leur voix, de leur présence, de leurs actions, cette rencontre pour dire clairement qu'ils ne seraient d'accord qu'une telle débauche d'énergie politique n'ait lieu dans leur pays que pour parvenir à quelque chose. Si le symbole que l'autre veut utiliser est de présenter ou de confirmer la soumission de l'État ivoirien à l'État français, alors que le peuple se lève, comme le peuple français à l'époque, pour renverser cette confirmation et indiquer que ça va être probablement, qui sait, peuple ivoirien, qu'ils se lèvent et qu'ils forment leur bataillon et que cette fois-ci, ce soit eux qui libèrent la Côte d'Ivoire et non pas que la Côte d'Ivoire soit confirmée comme étant soumise à la France. Merci à vous, docteur Yamtimba. On va sortir rapidement en permettant à Nestor Podassé de dire un mot quand même en 2 minutes parce que nous sommes arrivés au terme de cette édition. Eh bien, cher Nestor, vous avez 2 minutes pour nous dire comment cette rencontre le 14 juillet prochain est perçue côté burkinabé. Eh bien, on a malheureusement perdu la connexion avec Ouagadougou. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, chers messieurs. On va tout d'abord remercier nos amis de l'autre côté de Zoom, Sylvain de Bougou, Oko Sissi Baba Nicolo. Merci à vous d'avoir participé à cette édition du Mérite panafricain. Merci à vous également sur ce plateau, professeur Jean-Paul Mbelek. D'abord, c'est à la mémoire du président Eduardo dos Santos, le président angolais, voilà, qui est décédé, je pense aujourd'hui même. Voilà, donc ça nous rappelle toutes les luttes menées en Afrique. En l'occurrence, là, c'était le mouvement de libération nationale de l'Angola, libération, enfin MPLA quoi. MPLA. Voilà. Et populaire, c'est ça, avec Agostinho Nieto qui l'a succédé. Et ça nous ramène aujourd'hui à penser que la lutte continue, c'est pas fini. L'autre chose, c'est que tout à l'heure, j'ai dit, en parlant du terroriste du MNLA, j'ai parlé de Mohamed Al-Gasharif. En fait, c'est Bilal Al-Gasharif. Bilal Al-Gasharif. Al-Sharif, c'est pareil. Oui. Merci. Mais c'est Bilal. Merci à vous, professeur Jean-Paul Belleg. Merci à vous également, Jonathan Batengene. Merci à vous, docteur Yamtimba. Vous avez bien fait de rappeler que l'Afrique a perdu un de ses illustres présidents, l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos. Sa fille a d'ailleurs demandé à ce qu'une autopsie soit faite sur le corps avant que ce dernier ne rentre du côté de l'Angola. On aura un peu plus d'informations et peut-être dans une de nos éditions, on reviendra sur le décès de José Eduardo dos Santos. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous sommes donc arrivés au terme de cette édition. Vous étiez une fois de plus très nombreux à nous suivre ce soir. Nous vous en remercions. Merci également à toute l'équipe technique qui a travaillé pour la réussite de cette émission. Restez sur Afrique Média car nos programmes se poursuivent. Quant à moi, je vous retrouve pour d'autres éditions, toujours sur la télévision panafricaine. Mesdames, Messieurs, bonsoir.